Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur pour notre Sunday Speaking Series Dire, dimanche d'idées, de rire et d'échange parce que les plus belles idées naissent du dialogue. Et comme vous voyez aujourd'hui, le thème s'intitule L'enfant intérieur, comment le reconnaître, l'écouter et le guérir. Et pour en parler, bien sûr, on va discuter et on a de la chance d'avoir avec nous Sylvie. Bonjour Sylvie, merci d'être venue. Bonjour à tous. Et merci de votre accueil. Parfait. Voilà, et donc peut-être vous la connaissez déjà parce que Sylvie, elle était venue animer une séance précédemment. Et donc même aujourd'hui, elle est là avec nous et donc on va en parler. Le thème, c'est l'enfant intérieur, comment le reconnaître, l'écouter et le guérir. Voilà, donc pour contextualiser un petit peu comme d'habitude, voilà, l'enfant intérieur est cette part de nous qui demeure vivante malgré les années. Voilà, je vais laisser les autres entrer entre-temps. Voilà. Alors, l'enfant intérieur est cette part de nous qui demeure vivante malgré les années, gardienne de nos émotions les plus profondes, de nos souvenirs d'enfance et de notre spontanéité, souvent oubliée ou ignorée dans le rythme exigeant de la vie adulte. Il continue pourtant d'influencer nos réactions, nos choix et nos relations. Reconnaître son enfance intérieure, c'est apprendre à observer ses émotions. Voilà, ses peurs, mais aussi ses élans de joie et de créativité. Comprendre cette dimension de soi demande une véritable écoute intérieure. Derrière chaque réaction intense ou chaque besoin affectif se cache souvent une expérience passée qui mérite d'être accueillie avec bienveillance. Écouter son enfant intérieur, ce n'est pas revenir en arrière, mais se reconnecter à une part essentielle de soi, souvent étouffée par les attentes sociales et les exigences de maturité. Guérir son enfant intérieur est un chemin personnel et progressif. Il passe par l'acceptation, le pardon et la réconciliation avec soi-même. En prenant soin de cette part sensible, nous développons une meilleure connaissance de nous-mêmes, une plus grande paix intérieure et une capacité à vivre plus authentiquement. Voilà, ainsi, loin d'être une faiblesse, l'enfant intérieur devient une véritable force. Il nous invite à retrouver notre équilibre, à cultiver la joie simple et à redonner du sens à notre existence dans un monde souvent trop rationnel et pressé. Alors, y a-t-il un enfant caché en vous? En prenez-vous soin? L'écoutez-vous? Vous guide-t-il? Nous en parlerons aujourd'hui avec notre ami Sylvie et nous aimerions vous écouter aussi vos expériences de vous tous, chers amis. Voilà. Donc, pour démarrer, quand on parle de cet enfant, alors qu'est-ce que l'enfant intérieur? Alors, on peut poser la question à Sylvie et puis bien sûr, cette question est pour vous tous aussi. Alors, on va entamer un échange aujourd'hui. J'aimerais bien que vous partagiez avec nous votre expérience, comment vous voyez cet enfant qui se cache et qui se manifeste chez vous de temps en temps et comment cet enfant, il vous guide et quelle est l'harmonie que vous êtes en train de créer avec cet enfant. Voilà, pour démarrer, Sylvie, à toi la question. Qu'est-ce que c'est cet enfant intérieur? Si tu peux nous parler un petit peu de cet enfant. Alors, bonjour à tous, à ceux qui sont arrivés pendant la présentation de Jay aussi. Quand j'ai lu la proposition de Jay pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça très intéressant et aussi très, comment dire, ça m'a interpellée dans la mesure où je me suis dit, mais c'est quand même essentiel de définir le rapport qu'on a à l'enfance et culturellement, je ne suis pas certaine qu'on ait forcément le même rapport à l'enfance en France ou en Inde. Même si je pense aussi que l'être humain forcément attend de choses similaires partout dans le monde. Et ce qui m'a interpellée aussi dans l'intitulé du thème d'aujourd'hui, c'est le mot guérir. Dans le sens où j'ai compris, dans un premier temps, guérir aussi comme contrôler. Et je crois qu'en France, même si actuellement, il y a des choses qui sont en train de changer dans la société, on a un rapport à l'enfance qui est un rapport très nostalgique et qui est un rapport très, comment dire, c'est un souvenir de légèreté, c'est un souvenir d'insouciance, même
c'est certainement pas vrai du tout, parce que je pense que les enfants sont aussi très inquiets. Mais on a cette image un peu dorée de l'enfance insouciante, légère, où on rit beaucoup, où on n'a pas d'obligation, alors que je pense que la personne qui a le plus d'obligations, c'est un enfant. Et en fait, redevenir enfant en France, le temps d'une rencontre avec des amis ou le temps d'une expérience, c'est un grand moment de bonheur. Et je me suis demandé si en Inde, vous aviez aussi ce rapport un peu nostalgique, culturel. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire, chers amis? Alors, quand vous pensez à votre enfance, alors, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Alors, c'est toujours le côté nostalgique, bien sûr. Les moments, comme tu as dit, Sylvie, les moments d'insouciance et que cet rapport nostalgique et surtout pas d'obligation et le bonheur pur. Alors, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez quand vous pensez à votre enfance? Est-ce qu'on peut trouver que de la joie ou aussi c'est comme dit Sylvie aussi, il y a beaucoup de devoirs chez un enfant, surtout on parle aussi des devoirs scolaires parce qu'il est perturbé par ça et que ça peut aussi être quelque chose de perturbant, difficile pour un enfant. Alors ça va aussi créer son approche par rapport à son enfance. Alors qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je vois Tanou. Voilà, je vous passe la parole Tanou. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, professeur, et bonjour, Sylvie. Bonjour à tous. Donc, pour répondre à cette question, Sylvie, je voulais dire que j'avais une enfance très riche et plein de souvenirs, que sweet, comme je peux dire, belle mémoire et des fois des expériences aussi. Et comme vous avez dit que on a joué avec les amis aussi. Auparavant, c'était le cas, mais aujourd'hui, je ne pense pas que les enfants sont très chanceux parce que ils sont toujours accrochés aux écrans et aux réseaux sociaux. Mais si je parle de cette époque-là, je pense que j'avais très chanceuse d'avoir beaucoup des amis, de jouer dehors avec eux. Donc, c'était une enfance très riche pour moi. Mais concernant le sujet, c'était aussi un sujet, je pense, lorsque j'ai lu le sujet, je me suis demandé, oh là là, c'est le sujet qui est très proche de mon, je pense, mon cœur, parce que j'avais une expérience dans mon enfant qui laissait un marque sur mon esprit. Pour élaborer cela, je vais démarrer et parler sur ce sujet d'aujourd'hui. Donc, pour introduire, je peux vous dire, c'est fascinant de voir à quel point nos émotions et nos expériences d'enfance peuvent influencer la personne que nous devenons. Comme j'ai déjà mentionné, que j'en ai moi-même fait l'expérience, donc je vais partager mon histoire. Il y avait un moment qui a marqué mon enfance lors d'un concours de débat oral. Je me suis retrouvée paralysée au moment de prendre la parole. En ce moment-là, les mots ne sortaient plus et mon esprit s'est vidé et j'ai simplement figé.
après cet épisode, je n'ai plus osé participer à ce type d'exercice pendant longtemps. Une peur s'est installée, celle de parler, de me tromper et d'être jugée. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de chemin, mais il m'arrive encore dans certaines situations de ressentir cette même peur et parfois de me bloquer. Et comme je fais les petits sons, et je pense à part cette expérience. Donc, pendant longtemps, je pensais que c'était simplement un manque de confiance. Mais avec le temps, j'ai compris que cette réaction venait de cette partie de mon enfance. En effet, récemment, j'ai lu un article publié par La Conversation qui explique que les expériences de la petite enfance influencent profondément nos comportements à l'âge adulte. Et je pense que c'est ce que l'on appelle l'enfant intérieur. Mais quelles sont les causes pour cela? Je pense que dès l'enfance, désolé, nous apprenons à réagir au monde, comment exprimer nos émotions, comment faire face au rejet et comment nous protéger. Certaines expériences comme les critiques ou la sévérité ou le manque d'écoute peuvent laisser des traces durables, je pense. L'enfant s'adapte, mais ces mécanismes et je pense, ces réactions deviennent automatiques. Et à l'âge adulte, cela peut se traduire par peur de jugement, anxiété et hypersensibilité et besoin de validation. En réalité, je pense que nous ne réagissons pas seulement au présent, mais aussi à une mémoire émotionnelle plus ancienne. Donc, je vais dire ici, mon propre exemple est la preuve de cette... même aujourd'hui, certaines situations réveillent cette peur en moi, la peur de parler, la prise de parole, etc. Mais comment on peut agir cela? Je veux dire qu'il est possible d'évoluer. Tout d'abord, on doit écouter, observer et écouter ses émotions sans jugement. Ensuite, il faut écrire les émotions, c'est-à-dire le journaling est de mieux comprendre ce qu'on ressent. Personnellement, pour ma part, le yoga et la méditation m'ont beaucoup aidé à prendre du recul et à réfléchir avant d'agir. De plus, on peut aussi se confier ou demander de l'aide si nécessaire, soit une confiante ou une professionnelle. Et surtout, il est important de faire face à les peurs plutôt que de les éviter. Donc, en conclusion, je voulais dire, comme le dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Comprendre son enfant intérieur, ce n'est pas rester bloqué dans le passé, c'est apprendre à mieux se comprendre pour avancer avec plus de calme et de la confiance. Je pense que c'est tout. Merci. Désolée pour le Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Tonu, d'avoir partagé votre propre expérience. Ça nous touche profondément et que on a besoin d'avoir vraiment du courage pour parler de nos propres expériences devant tout le monde et que ça nous rassure et que vous avez raison. Vous dites que quand on est petit, on cherche cette validation externe et que ça peut continuer jusqu'à un âge adulte.
Mais vous vous dites que ces hésitations que vous trouvez chez vous, que cette anxiété, cette hypersensibilité, bien sûr, ça fait partie de notre existence, de notre enfance. Mais petit à petit, est-ce que ça nous gêne quand on est adulte? Voilà. Et donc, je pense que vous nous avez parlé aussi des solutions et que vous dites que c'est important de comprendre cet enfant qui se cache chez nous et surtout pour trouver les réponses pourquoi je me comporte comme ça à cet âge-là. Voilà, ou si j'ai des troubles, alors je vais poser une question à Sylvie et c'est ouvert à tout le monde aussi, que comme vient de dire Tanu, que c'est important de reconnaître et vraiment faire un voyage au passé, surtout pour identifier cet enfant, ces émotions-là. Aujourd'hui, quand on est adulte, pourquoi on se comporte comme ça? Est-ce que c'est nécessaire de vraiment faire un trajet au passé pour mieux comprendre pourquoi on se comporte d'une telle ou telle façon aujourd'hui et que, voilà, pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'on peut en dire, si tu peux en parler un petit peu? Ah, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que, bon, je reviens toujours à cette idée de la France, hein, puisque, voilà, je suis ici la fière représentante de ce pays. Dire que ça dépend vraiment des personnalités et je pense qu'actuellement, en France, il y a beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir et de revenir sur leur enfance de différentes manières. Vous parliez tout à l'heure, Tanou, de professionnels. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas le cas de tous les Français, loin de là, mais quand même un certain nombre de Français d'une certaine classe sociale, il faut le reconnaître, vont par exemple essayer de comprendre ce qui se passe chez un psychologue. Pas forcément parce qu'ils sont en situation de grande douleur, mais tout simplement parce qu'ils ont envie justement de comprendre comment leur enfance les a construits. J'espère ne pas trop dévier du sujet, mais en France actuellement, il y a aussi un mouvement qui est en train qui a surgi il y a quelques années, qui est extrêmement important, je crois. C'est, Jay tout à l'heure dans son introduction parlait du pardon par rapport à l'enfance. Et en France, en ce moment, l'idée, c'est pas de surmonter par le pardon, mais c'est de surmonter par la justice. Et il y a tout un mouvement sur les violences faites aux enfants, les violences sexuelles, la question de l'inceste, etc., qui est très, très fort en France, avec cette volonté justement de casser cette image dorée de l'enfance et de dire pour moi, c'était pas comme ça, je suis une victime. Je ne suis pas ce qu'on appelle l'empêcheur de tourner en rond, c'est-à-dire je ne suis pas le trouble fait, mais je demande justice pour ce qui m'est arrivé. Et c'est très significatif de notre époque en ce moment, avec tout ce que ça représente de tension, de difficulté et aussi de libération. Donc, c'est une autre. Je crois qu'on est en train de changer un peu l'approche de l'enfance en France. Oui. Très bien, voilà, en fait, c'est vrai qu'il faut faire un petit trajet vers notre enfant pour mieux comprendre si on comporte d'une telle ou telle façon, pourquoi, qu'est-ce qui a jalonné, qu'est-ce qui a marqué mon enfance, voilà, les années formatives pour moi. Voilà, je vois Mitali, allez-y, on vous passe la parole. Vous voulez dire quelque chose, s'il vous plaît? Bonjour à tous. L'enfant intérieur représente nos émotions, nos souvenirs et notre créativité d'enfance. Pour les guérir, il faut rencontrer ces blessures, l'écouter avec bienveillance et répondre à ses besoins affectifs. C'est un outil puissant de développement personnel qui permet d'améliorer la confiance en soi et de se libérer des blocages émotionnels du passé. Je comprends qu'il existe deux aspects dans ces sujets. D'abord,
retrouver sa créativité grâce à l'enfance intérieure. Dans notre vie d'adulte, nous devenons souvent trop sérieux et nous négligeons de nous amuser. Pourtant, la créativité est indispensable pour résoudre les problèmes du quotidien. Ensuite, c'est réconcilier avec son passé est un schéma vers la paix. Guérir son enfant intérieur est un processus qui demande de regarder son passé avec honnêteté. Le travail de guérison consiste à devenir son propre parent. Cela signifie qu'il faut se donner aujourd'hui l'amour et la sécurité que l'on n'a pas reçu autrefois. Pour ma part, j'essaie d'écouter mes émotions sans les juger et je pense que mon enfant intérieur mérite d'être aimé. Par exemple, je peux guérir grâce à la méditation. Pour conclure, bien que ce soit difficile, c'est nécessaire et j'essaie de faire ce travail. À mon avis, l'enfance intérieure est la clé du bonheur. C'est tout. Merci. Très bien, merci beaucoup, Mitali. En fait, ce que vous dites, ça nous touche énormément. Vous dites qu'on peut devenir ses propres parents, son propre père, sa propre mère, et de mieux comprendre ce qui s'est passé avec nous quand on est petit et que ce dont on avait besoin à l'époque et qu'on n'a pas reçu, on peut s'offrir ça, surtout de l'amour, du respect, et pour trouver sa place, son existence dans la société. Alors, et de plus, vous dites que c'est la créativité d'un côté et aussi la réconciliation de l'autre côté, vraiment pour former la personnalité d'un individu. Et c'est là où, effectivement, je reprends ce que a dit Tanou, Madame Tanou tout à l'heure, c'est qu'avec l'arrivée des écrans et l'omniprésence des écrans dans les enfances actuelles, quelle part de créativité va rester aux futurs adultes qui actuellement passent des heures devant leur téléphone et qui précisément auront développé une soumission, mais pas une créativité. Tout à fait, une grande question à répondre. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, je passe la parole à vous. Mansi, allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partagerai mes idées sur ce thème, l'enfant intérieur. Aujourd'hui, l'enfant intérieur est une partie de nous qui garde nos émotions et nos souvenirs d'enfance. Pour le reconnaître, il est très essentiel d'observer nos émotions. Observer nos émotions. Par exemple, quand on se sent triste ou en colère, sans raison claire, cela peut venir de notre enfance. Pour l'écouter, on doit être calme et gentil avec soi-même. Il ne faut pas juger ses émotions, mais on peut se demander raison pour cela. Pour le rire, on doit accepter le passé. On doit aussi se pardonner et pardonner aux autres. Aussi, on peut écrire ses sentiments. Écrire ses sentiments ou parler à quelqu'un de confiance. Ainsi, en prenant soin de notre enfant intérieur, on peut être plus calme
et plus heureux de la vie. Merci. Très bien, merci beaucoup, Mansi. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il faut accepter le passé, c'est tout à fait correct. Alors, il faut vraiment établir une relation profonde avec son passé. De plus, vous dites qu'il faut pardonner les autres et soi-même. Ça, c'est une étape formidable parce que c'est pas si simple de pardonner les autres. Et puis aussi, comme disait tout à l'heure Sylvie, que bien sûr, on peut pardonner. Il y a aussi cette quête pour la justice. Si on a beaucoup souffert et que le calme peut s'installer quand on va trouver la justice pour nous. Voilà, ça c'est aussi important. Et que vous dites qu'il faut écrire ses sentiments, ses pensées, parce que quand on va les mettre en mots, peut-être ça va nous donner une idée claire de comment on se ressent, comment est-ce qu'on peut sentir de ce qui se passe autour de nous, et puis être plus calme. Et surtout, vous dites qu'il faut être, comment dire, être très, très stable à l'intérieur. Quand on trouve cette stabilité, on peut trouver cette stabilité autour de nous aussi. Parfait, merci beaucoup, Mansi. Merci Super, beaucoup. très bien. Voilà. Je passe la parole à vous, Salitaji. Allez-y, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du concept de l'enfant intérieur. Je pense que c'est le psychiatre Carl Jung qui a dit que les expériences vécues durant l'enfance influencent profondément la personnalité adulte. Ainsi, comprendre son enfant intérieur permet de mieux gérer ses émotions et de construire un équilibre émotionnel durable. Et tout d'abord, comme Mansi a dit, reconnaître son enfant intérieur consiste à observer ses réactions émotionnelles face à certaines situations. Par exemple, lorsqu'une personne ressent une peur excessive ou une colère soudaine, cela peut être lié à des souvenirs ou des blessures anciennes. À ce propos, j'ai vécu une expérience personnelle intéressante quand je travaillais comme bénévole dans une institution. J'ai rencontré une personne qui faisait également du bénévolat. Et lorsque nous déjeunions ensemble, j'ai remarqué qu'il mangeait trop rapidement, de manière très anxieuse et sans jamais apprécier ses repas. J'étais très intriguée et je lui ai demandé la raison. Il m'a alors expliqué que sa mère, souffrant de troubles obsessionnels, qui est dire OCD, en anglais on dit OCD, c'est TOC peut-être en français, et qu'elle jetait parfois la nourriture. Par conséquent, pour lui, le repas était devenu une simple obligation associée au stress, plutôt qu'à plaisir. Donc, cet exemple montre bien que certaines réactions à l'âge adulte trouvent souvent leur origine dans l'enfance. Et ensuite, je pense écouter son enfant intérieur demande de la bienveillance et aussi envers soi-même. Et il faut accepter ses émotions sans les juger, comme Mansi a dit, et prendre le temps d'identifier leurs causes. Et comme aussi il y avait beaucoup d'exemples comme ça, comme l'animatrice Oprah Winfrey aussi a dit qu'elle a souvent évoqué son enfance très difficile et a expliqué comment la thérapie et l'introspection l'ont aidé à surmonter ces traumatismes. Oui, c'est tout, monsieur. Très bien. Merci beaucoup, Salitaji. Oui, tout à fait. Il faut reconnaître cet enfant, bien sûr, à travers nos réactions. Surtout, vous dites que si moi j'ai peur de telle ou telle chose, bien sûr, il y a une raison derrière ça. Ou vous avez mentionné un exemple dans lequel vous avez parlé de ce monsieur ou cette personne qui mangeait rapidement. Et donc, cette peur qui s'est installée chez lui peut-être et que ça l'agace toujours. Et puis, il faut trouver les raisons, mais peut-être à travers les experts, les psychologues
ou des gens bienveillants autour de nous, ils peuvent nous aider à vraiment s'en sortir. Voilà. Et vous avez dit qu'il faut observer ces réactions et après, comment est-ce qu'on va réagir dans ces situations. Et ça nous aide à aussi comprendre notre comportement actuel. Voilà. Avant de passer la parole aux autres, pour toi, Sylvie, parce qu'avec, je pense que c'était avec Metalige, on avait évoqué le terme l'amour. Alors, l'amour, quand on en parle, que c'est important de partager et propager l'idée d'amour autour de nous parce qu'il faut créer un monde paisible, harmonieux. Mais si l'enfant à l'intérieur il est blessé, il ne va pas très bien, alors comment est-ce qu'on peut partager cet amour autour de nous? Et de plus, on a envie d'avoir cet amour par les autres, mais on n'accepte pas non plus quand il n'y a pas cet espace-là chez nous. Alors, c'est quoi cette histoire d'amour? Comment est-ce qu'on peut le créer? Ou est-ce qu'on a tous cette graine chez nous qu'on peut, comment dire, cultiver à travers on peut l'arroser à travers l'amour de quelqu'un d'autre. On peut l'accepter, cet amour, quand on est blessé. Alors ça, c'est vraiment un vaste sujet qui rejoint aussi des questions aussi essentielles que le bien et le mal, ou ce genre de choses. Et c'est vraiment un thème qui ne va pas rentrer dans une heure de conversation cet après-midi. En France, je suis enseignante avec des adolescents. Donc, je travaille dans un lycée, je suis professeure dans un lycée. Et je crois que ce qui est important dans la vie, évidemment, si on reçoit l'amour de ses parents et de sa famille est essentiel. On va dire de ses parents est essentiel. C'est une idée tellement évidente. Mais il me semble aussi que, par expérience, pour avoir rencontré des gens qui ont eu des enfances extrêmement difficiles, il faut rencontrer à un moment de sa vie des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont croire en vous. Et ces personnes-là peuvent vous sauver des moments difficiles avec vos parents, par exemple. Peut-être pas totalement, mais je pense que quelquefois dans ma carrière, j'ai vu des élèves qui étaient très difficiles, qui étaient en conflit avec l'adulte, etc. Et qui, en fait, cherchaient un appui d'une façon qui n'était pas la bonne. Mais ils cherchaient une façon d'attirer l'attention et ils ne savaient pas comment chercher de l'amour ou du soutien, mais en tout cas, c'est ce qu'ils demandaient. Et je pense que les adultes que nous sommes peuvent aussi, à un moment donné de leur vie, même sans le savoir, jouer ce rôle essentiel pour quelqu'un. D'accord, très bien. En fait, c'est-à-dire il faut oser, il faut faire un pas vers l'autre et que si on trouve que quelqu'un est en difficulté, bien sûr, des fois on se dit, bon, c'est pas mon truc à moi, je ne peux pas l'aider. Et bien sûr, on est prof de français, bien sûr, ici, on voit, il y a beaucoup de profs ici. Et de plus, on est des êtres humains, on comprend, on a cette sensibilité. Quand on trouve des personnes en difficulté, par exemple, on parle beaucoup de ces cadres professionnels où peut-être on a un patron qui est toxique, des fois, il nous inflige des activités toxiques, des fois, il nous demande trop, il nous demande de même travailler pendant le week-end ou je ne sais pas quoi, mais quand même, peut-être on trouve qu'il y a cette toxicité chez cette personne et que quand on va comprendre peut-être son enfance était un petit peu perturbée, troublée et que on peut faire un effort pour l'aider, mais pas trop parce qu'après, comme on avait vu qu'il faut dire stop et bien sûr, on ne peut pas tout accepter à un certain âge non plus, voilà. Et puis, si on comprend qu'il y a un petit souci chez cette personne-là, on peut faire un petit pas, après, ça va bien montrer sa position, que moi, je ne vais pas être envahi par vous, monsieur, madame, et puis comment est-ce qu'on va y avancer, surtout pour comprendre ses problèmes, et au moins essayer de l'écouter,
peut-être on a dit qu'il y a, comment en anglais on dit catharsis, l'aspect cathartique, voilà, qui se produit, qui se fait, et peut-être, on ne sait pas, cette personne peut finir par pleurer et que ça va être vraiment une liberté pour lui aussi de comprendre ce qui s'est passé, qui était en train de vraiment créer cette ambiance tendue chez lui, chez elle, ces personnes-là, et que ça va aussi l'aider. Donc, cette ouverture va lui permettre d'accepter l'amour de quelqu'un d'autre, parce que des fois, on se bloque et qu'on dit non, je ne vais plus accepter parce que mon enfance était assez difficile et que j'ai jamais vu autour de moi l'amour et que ça n'existe pas pour moi, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour cet amour-là non plus, et qu'il y a ce blocage-là. Et donc, après ces discussions, peut-être ça va l'aider à accepter cet amour, cette tendresse, cette gentillesse, et que peut-être petit à petit, ça peut changer. Au moins, comme tu as dit qu'avec les élèves autour de toi, dans tes cours, tu as observé ça. Oui. Je pense que parfois, en fait, tout simplement, on peut aider les gens aussi sans le savoir, parce qu'on est. C'est de la même façon que des gens nous aident sans le savoir, parce qu'ils ont un comportement par rapport à un point de notre enfant intérieur qui est fragile, et ils nous apportent une solution ou une manière de fonctionner, de réagir qui va nous aider. Je pense qu'on peut aussi aider quelque part par une certaine stabilité, par exemple. On peut aider des gens qui sont un peu écorchés par la vie. Tout à fait, très bien. En fait, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire garder cette bienveillance chez nous et d'observer les gens sans jugement et donc sans, comment dire, sans stéréotypes et donc avancer et garder ce cœur ouvert pour les autres. Peut-être l'autre est en trouble et que quand il voit quelqu'un de si gentil autour de lui, il va essayer de s'ouvrir à travers ces discussions et tout ce qu'il garde en son cœur. Cet étouffement, peut-être, il va le libérer. Parfait, merci beaucoup. Voilà, je passe la parole à vous, Nitya. On vous écoute, allez-y. Bonjour à tous. L'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui vient de notre enfance. C'est lui qui porte nos émotions, nos souvenirs, nos blessures, mais aussi notre joie et notre spontanéité. D'abord, comment le reconnaître? On le reconnaît quand nos réactions sont très fortes, une peur, une tristesse ou un besoin d'attention qui semble plus grande que la situation, mais il est aussi là dans les moments de joie, ensemble, quand on rit, quand on joue ou quand on se sent libre. Ensuite, comment le écouter? Il faut prendre un moment pour soi et se poser une question simple. Qu'est-ce que je ressens vraiment? De quoi ai-je besoin? L'important, c'est d'accueillir ces émotions sans les juger. Et puis, comment le guérir? Guérir son enfant intérieur, c'est se donner aujourd'hui ce qu'on n'est pas toujours reçu, de l'amour, de l'attention, de la sécurité. C'est apprendre à être doux avec soi-même, à se respecter et à prendre soin de ses besoins.
pour conclusion, s'occuper de son enfant intérieur, c'est mieux se comprendre et apprendre à vivre en paix avec soi-même. Très bien. Tout Oui. à fait. Merci. Tout à fait. Voilà, comment être en paix avec soi-même, ça c'est nécessaire aujourd'hui. Et on a dit que quand on a cette instabilité chez soi, alors comment est-ce qu'on peut imaginer un monde stable? Alors tout d'abord, il faut être stable soi-même et puis on peut équilibrer les autres. Voilà, très bien, merci beaucoup Nithya. Vous dites aussi que c'est important de faire une pause et après se poser une grande question, pourquoi ça se fait comme ça chez moi, et de comprendre ses émotions. Et puis aussi être doux, être gentil. Et c'est vrai, des fois, on n'est pas si gentil envers soi-même. C'est difficile parce qu'on est exigeant. Et est-ce que c'est à cause de la société? C'est grâce à la société? On ne sait pas. Mais après, bien sûr, quels sont les rapports qu'on va tisser pour soi-même, envers soi-même? Ça, c'est nécessaire aussi. Très bien. Merci beaucoup, Nithya. Voilà, je passe la parole à vous. Open, on vous écoute. Allez-y. Oui, monsieur. En fait, c'est un sujet vraiment primordial et intéressant parce que autrefois, on ne parle pas assez de ce sujet sur la santé mentale et comment gérer les émotions, mais aujourd'hui, avec la génération Z, cette tendance à prendre l'ampleur plus en plus et maintenant, on parle plus en plus sur ça. Mais puis, dans le passé également, si on regarde, il y a quelques psychologues qui ont déjà mis en place sur ça. Par exemple, Carl Jung qui a dit que comment nos premières relations influencent directement notre manière de réagir ou d'aimer ou même de gérer le stress. Franchement, si je parle de mon expérience personnelle, donc je dirais que j'ai eu une enfance globalement heureuse, mais avec quelques moments plus difficiles, surtout à l'école et parfois à la maison. Donc, sur le moment, je ne comprenais pas vraiment ce que je ressentais et je réagissais un peu à chaud. Sans forcément savoir pourquoi. Je prenais les choses trop à cœur et les personnes a dit souvent que je suis assez sensible. Mais c'est en grandissant que les choses ont commencé à changer pour moi. Par exemple, quand j'ai étudié la psychologie pendant mes années à l'université, ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a permis de mettre le doigt sur le problème. Et j'ai commencé à mieux comprendre mes propres émotions, surtout d'où elles venaient et que je peux faire pour mieux surmonter toutes les difficultés. Mais ce qui m'a le plus aidé, ce n'est pas seulement les études, c'est le travail personnel. C'est-à-dire que le fait de lire, de réfléchir, de faire beaucoup d'introspection, donc petit à petit, j'ai appris à ne plus me voiler la face mais au contraire à accepter ce que je ressens. Donc aujourd'hui, je dirais que le plus important, c'est la prise de conscience. Être conscient de ses émotions, c'est déjà, un grand pas, parce que sinon, on a tendance à tourner en rond, sans vraiment comprendre ce qui se passe en nous. Par exemple, maintenant, quand je ressens une émotion trop forte, j'essaie de prendre du recul. Je me demande les questions, qu'est-ce que se passe vraiment, oui, qu'est-ce que se passe vraiment ou comment, pourquoi ça me touche autant. Donc oui, ce sont les questions que je me demande. Et après cela, avant de réagir directement, aujourd'hui, j'essaie de ne plus en faire toute une montagne. Donc, bien sûr, ce n'est pas parfait et ce n'est pas facile parce que quand en parlant, cela semble que c'est assez facile, comme je dis, mais en réalité, ce n'est pas le cas, pas du tout. Donc, il y a des moments où certaines réactions refont surface, surtout dans des situations stressantes, mais
La différence, c'est qu'aujourd'hui, je les reconnais plus vite et j'essaie de prendre le problème à bras le corps. Donc, oui, donc je dirais que c'est que ce travail sur soi et ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est assez progressif. Et donc, oui, donc je vais terminer en disant que c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, oui, merci. Très bien, parfait. Merci beaucoup au point d'avoir partagé votre propre expérience. En fait, vous nous dites que vous êtes formé, ça vous a pris du temps, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Rome ne s'est pas faite en un jour non plus, voilà. Et donc, vous comprenez, vous avez compris vos réactions, les sentiments qui surgissaient chez vous. Et qu'à travers vos études techniques spécifiquement, à travers vos études en psychologie, vous avez bien trouvé les raisons derrière ces comportements ou bien ces attitudes-là. Alors, mais c'est tout à fait correct qu'il faut rester vigilant et il faut arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe des fois à travers nos études, nos expériences, à travers les gens qui sont autour de nous. Eux aussi, des fois, ils peuvent nous apporter des solutions. Parfait. Juste, Oui. je Allez-y. voudrais rajouter, au-delà effectivement des grands psychologues, psychanalystes qui ont nourri toute cette réflexion sur l'importance de l'enfance et des premières années de la vie. Je ne sais pas comment les choses se passent en Inde, mais en France, clairement, depuis le coronavirus et depuis le lockdown en français, Voilà. Confinement. le confinement, pardon, depuis le confinement, il s'est avéré que la jeunesse, les jeunes actuels qui étaient des enfants pendant le coronavirus vont globalement mal. Et il y a tout un travail nouveau dans la psychologie et dans la psychiatrie des troubles et de la santé mentale des enfants. Il y a quelque chose qui a vraiment radicalement évolué avec le coronavirus et les conséquences absolument néfastes sur le rapport des enfants à la réalité. Oui, absolument, c'est vrai, tout à fait. En fait, juste pour encore parler de notre enfance, on ne peut jamais oublier le Petit Prince parce que ça nous a beaucoup touchés et tout le monde connaît ce Petit Prince qui disait que ce qui est l'essentiel est invisible pour les yeux des fois. Alors, il parlait d'un regard d'enfant plein de vérité, puis aussi le critique du monde adulte, l'importance de l'imaginaire. On a aussi vu que la solitude des adultes, la valeur des relations humaines, le retour à soi, une leçon universelle. Mais ça va être une question pour toi, Sylvie, et pour vous tous aussi. Alors, bien sûr, à travers le Petit Prince, on comprend ces valeurs-là et que c'est très, très nécessaire de garder cet enfant chez nous mais quand on est en train de devenir adulte, la société, c'est un autre aspect. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la société nous demande de vraiment agir et d'être mature. Et puis aussi, et négliger cet enfant intérieur. Mais quel paradoxe, je ne comprends pas. Alors, d'un côté, c'est comment dire, notre formation naturelle parce qu'on est curieux, on trouve la joie partout, le bonheur, l'insouciance, et qu'on dit ce qu'on a envie de dire, et que petit à petit, on est enfermé dans ce cercle. Et puis aussi, la société veut bien qu'on fasse des actes matures. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, clairement, j'ai le sentiment que dans nos sociétés modernes, il y a une double injonction à être à la fois mature, réaliste, d'être le premier, d'être dans la lutte, d'être dans un espèce de combat constant. Et dans le même temps, et c'est là où ça devient terrible, on nous demande, en tout cas en France, on nous demande d'être léger, d'aimer la vie, d'être joyeux, pas d'être heureux, mais d'être joyeux, d'être beau, de sourire, etc., etc. Alors qu'en réalité, tout le monde s'accorde à dire aussi que la vie est très dure et très violente, que la société actuelle
à sa façon, est une société très violente. Et je crois qu'il y a une double injonction qui est terrible. Reconnaître, faire vivre son enfant intérieur est devenu à la fois une obligation pour être dans le coup et en même temps quelque chose d'un peu péjoratif et d'un peu négatif dans le sens où ce qui est important dans la vie, c'est d'avancer. Et je crois que là, humainement, il y a quelque chose de très compliqué. Oui, tout à fait. En fait, on comprend bien cette injonction auquel on fait face des fois dans notre vie, que c'est difficile de comprendre. D'un côté, on nous demande d'être simple, mais de l'autre côté, on nous demande de vraiment être compétitif et de vraiment avancer à travers ce concours pour retrouver sa place dans cette société. Oui, très bien. Merci. Je passe la parole à vous, Anjana. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur à tous et madame Sylvie. Merci pour me permettre de parler sur cette plateforme. Je voudrais parler d'un concept très intéressant, l'enfant intérieur. Selon moi, il représente la partie de nous qui garde nos émotions, nos souvenirs et nos expériences de l'enfance. Même quand nous gardons, cette partie reste en nous. Même si nous devenons adultes, cette partie reste toujours présente en nous. Elle influence souvent notre réaction, nos peurs et même nos relations avec les autres. Je pense certaines fois les gens ont vécu un traumatisme aussi dans son enfance. La situation traumatique, peut-être ils auront passé au futur, à l'avenir dans sa relation aussi. Peut-être le mariage, peut-être la carrière, etc. On ajoute, il est très important qu'on doit reconnaître son enfant. C'est la deuxième chose dans le sujet. On peut le reconnaître à travers certaines émotions fortes, comme Madame Sylvie a déjà parlé ça, comme la peur, la tristesse ou les autres excessives, on peut dire, la colère aussi. Je pense par exemple qu'on est très triste, en colère ou inquiète, sans raison claire, cela peut être venir de notre enfance. Il y a une connexion avec l'enfance et le passé. Parfois, on a besoin de faire attention ou d'amour comme un enfant. Certaines fois, une réaction disproportionnée dans une situation peut montrer qu'on a blessure. Désolé, excusez-moi. Troisième chose, on peut écrire dans un journal pour réflexionner, pour introspection, méditer un peu et simplement se poser ces questions. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Pourquoi ça fait avec moi? Et on peut se montrer bienveillant sur moi, soi-même. Cela qui est important et je ne peux pas se juger dans aucun cas et d'accepter ce sentiment. C'est peut-être une chose importante qu'on doit, en général, on a peur de se juger. Si il y a des choses, il y a des fois quand quelqu'un blessure émotionnelle de l'enfance est activé peut-être dans la cour, dans la carrière, etc. De plus, les besoins non satisfaits, comme le besoin d'attention, sont aussi des signes importants. La troisième chose de ce sujet, c'est écouter son enfant intérieur. Il est nécessaire qu'on prenne du temps pour soi. C'est très important de nos jours de réfléchir à ses émotions et d'accepter ce qu'on ressent sans jugement, j'exige. Et aussi, si vous avez partenaire confidente ou un ami qui est avec vous inconditionnellement, vous parlez avec lui et elle, etc. Je sais, il y a des cas qu'on ne peut pas parler ou discuter avec nos parents, les locaux de notre famille, parce qu'on a peur de se juger.
On ajoute maintenant ce qui est très important est comment guérir. C'est la dernière partie de ce sujet. Et comment guérir, je vais essayer comme moi, je vais essayer avec exemple, il faut d'abord reconnaître ses blessures, apprendre à se pardonner. C'est aussi très difficile pour beaucoup de gens, je pense, à se donner ce qu'on n'a pas reçu dans le passé. Donc, réalisation, introspection, c'est très important. Parce que se valoriser, prendre soin de soi, construire des relations positives aussi peuvent être à cette guérison. Certaines fois, il y a des cas où on ne peut pas parler, on peut parler, on peut donner une situation à la non pas physiothérapeute, psychologue, thérapeute, pas utile aussi quelquefois. En conclusion, je pense comprendre et guérir son enfant permet de mieux se connaître, de développer une meilleure estime de soi, de vivre de manière plus équilibrée et heureuse. À la fin, je voudrais ajouter, comme moi, en tant qu'un professeur dans l'école, je suis en train d'observer en pratique comment on peut garder les enfants des étudiants. Il y a aujourd'hui, dans nos jours, il y a des départements très importants dans notre école, comme le special educator and counselors, parce que c'est très important dans notre jour. Il y a des cas que les enfants sont victimes de leur famille, le stress, le passé, le combat, la lutte, comme beaucoup de ici en parlait, Madame Sylvie aussi, sont victimes de leur famille. C'est ce qu'on a fait, c'est faire des choses au mieux, garder les enfants de notre génération pour avoir un bon adulte libéré à l'avenir. Je pense, et aussi je voudrais ajouter ici, parce qu'il y a dans cette plateforme aussi, il y a beaucoup de gens qui sont responsables pour les enfants de l'école ou peut-être les professeurs. C'est leur responsabilité. Ils leur aident à mieux se connaître, à vivre plus calmement à l'avenir. Il y a aussi des responsabilités du parent à faire les parentalités positives. Qui peut-être parce que comme le professeur, comme l'enseignante, on ne peut pas contrôler cette situation de lutte et des combats et des guerres, etc. Donc, ce qu'on a fait a donné le mieux à cette génération pour l'avenir, pour garder quelque chose de mieux. Merci beaucoup. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Anjana, vous avez super bien parlé et que vous étiez en train de nous montrer les 3 étapes. Vous avez parlé de ce que c'est, comment reconnaître, comment écouter et puis aussi comment guérir. Et que vous dites à la fin que c'est important de donner des fois ce qu'on ne possède pas. Alors, quelle merveille, c'est-à-dire, mais de trouver quelque chose pour offrir aux autres, peut-être qu'on n'a pas reçu. Mais c'est pas si simple non plus, voilà. Et donc, il faut développer cette attitude, cette approche, et c'est hyper compliqué. Et puis, vous étiez en train de parler que c'est une responsabilité commune de la société pour vraiment faire preuve de cette approche pour protéger nos enfants, notre avenir. Merci beaucoup. Voilà, je passe la parole à vous. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. L'enfant intérieur représente une autre réalité. Lorsque nous sommes venus au monde, nous étions comme une page blanche. Pourtant, à mesure que nous grandissions, le monde a écrit sur nous exactement comme bon lui semblait. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons toujours été sous l'influence d'autrui. Toutefois, et cela est crucial, nous devons toujours retrouver le chemin de nous-mêmes. Avant toute chose, il est essentiel que nous reconnaissions et identifions notre enfant intérieur. Après tout, comment administrer un remède si le mal lui-même demeure non identifié? Puis nous a donné une âme puissante, la connaissance. Grâce à ce pouvoir, nous pouvons apercevoir un rayon de lumière, même en un cœur de
ténèbres qui résident en nous. Tout ce qui est véritablement requis, c'est d'engager un dialogue avec nous-mêmes. La vie est difficile et les défis abondent. Pourtant, par-dessus tout, la véritable guérison ne peut advenir que lorsque nous reconnaissons nos émotions les plus profondes et prêtons une oreille compatissante à l'enfance intérieure qui sommeille en nous. Pour ma part, chaque fois que je discute avec mes amis d'enfance ou que j'écoute de vieilles chansons, j'ai l'impression d'être revenu aux enfance. Cela me rend vraiment heureuse. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Komal. Absolument, vous avez raison. Vous dites que c'est le rayon de lumière de soleil. Ça, c'est nécessaire pour vraiment chasser l'aspect sombre et aussi les moments ténèbres. Alors, c'est le bonheur, c'est l'enfance, c'est la joie. Et il faut établir un dialogue avec soi-même. Parfait, merci beaucoup, Komal. Voilà, je passe la parole à vous. Kanika, allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Je vais parler des enfants intérieurs. Je pense que les enfants intérieurs, une partie que nous garder nos souvenirs, nos émotions de l'enfance. Cela ont gardé nos expériences comme l'amour, la peur, la joie. Parfois, on se sentit cette partie comme triste, stressé, blessé. Ou blessé. Si on avait eu une enfance heureuse, on pourrait se sentir confiance en plus calme, mais de moments difficiles peuvent créer douleur émotionnelle. Quand on se reconnecte avec les enfants, les intérieurs, on commence à aimer les choses simples. On se sent plus libre à créativité. Cela aussi mieux on se comprendre, guérir ses émotions. Pour se reconnaître, il faut être gentil avec soi-même. On peut écrire, peinture, écouter la musique, yoga. On conclut, c'est reconnecter avec les enfants intérieurs à aider à guérir, à se sentir mieux, en comprendre ses émotions, en prendre soin de soi, on devait plus fort. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, Konika. En fait, c'est vrai, il faut prendre soin de soi et aussi il faut prendre soin de cet enfant. Parfait. Donc, on est presque vers la fin. Je passe la parole à vous, Vijay Lakshmi. On vous écoute. Allez-y. Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui, tout à fait. On vous entend. Et premièrement, je peux vous dire, je suis enchantée, Madame Sylvie et monsieur Jayवर्धन. C'était mon première fois de joindre avec vous, monsieur. Tout d'abord, de nos jours, on peut voir que les enfants s'occupent de leur étude à leur école. À la même fois, comme vous le savez, que c'est une période de vacances. Ils n'ont pas de la chance pour réfléchir eux-mêmes. Tout le temps, ils ont accroché aux réseaux sociaux, les jeux vidéo. Certaines habitudes, cela peut causer du stress et nourrir leur créativité. Apparemment, quand j'étais pitoyesh, je ne peux pas utiliser le mot comme petite, pitoyesh, pour ajouter le colloquial slang, désolé. Quand j'étais pitoyesh, c'était merveilleux. Ma grand-mère nous a rencontré les histoires drôles. À la fin, elle m'a posé des petites questions pour tester notre intérêt. La plupart du temps, on a passé du temps avec parents et grands-parents. Bon, nous n'avons pas la possibilité
d'exposer sur Internet ou technologie. Mais maintenant, quand je regarde les photos de mon grand-mère, tout à coup, tout son revient dans mon cerveau. Elle est une femme qui m'a toujours donné beaucoup d'inspiration. Et les enfants, mais maintenant, les enfants manquent de certaines expériences que nous avions eues dans notre enfance. OK? Vous nous mentionnez comme la question quoi l'enfance intérieure. Alors, comme la Matali dit l'enfance intérieure représente la personnalité, c'est vrai. Je peux ajouter une autre chose comme tout le temps, les enfants vont à leurs parents. Un peu leurs parents. Désolé, monsieur, pour prendre un petit pause, une minute, monsieur. OK. Les parents jouent un grand rôle, très important, un grand rôle dans la vie de leur enfance. Il faut qu'ils sachent un bon humain. Il faut qu'ils connaissent comment avoir la vie tranquille. Et plus, pas juste les parents, les maîtrises ou les enseignants à l'école s'inspirent comme être un bon citoyen. OK, toutes les choses influencent leur comportement, la manière de penser, comment exprimer leurs sentiments et bonheur et l'amour. Je me suis travaillé comme enseignante, donc je me suis travaillé comme enseignante, mais pas maintenant, monsieur. J'ai regardé l'enfant qui souffre de la mélancolie, solitude. Ils sont fâchés quand même pour des petites choses. Leurs parents n'ont pas eu de temps pour partager de bons moments ensemble. Pour eux, c'est une grande catastrophe. Les problèmes d'adultes, les parents, les enseignants, les parents, les enseignants, tous les deux responsables totalement pour des problèmes d'adultes, ce qu'ils ont actuellement. Pour donner bons citoyens du pays, premièrement, on doit faire un chemin pour notre génération future, se sentir mieux dans la vie personnelle, sans avoir de défis. Quand même, on a des défis à essayer de les surmonter, trouver des solutions. Personnellement, moi, j'insiste sur certaines habitudes comme faire du yoga pour éviter du stress. Partagez vos émotions avec vos parents et avec vos meilleurs amis. Parfois, voyager pour se détendre, c'est vraiment essentiel. Les loisirs. Chacun ses propres loisirs nous aident à améliorer la compétence et la connaissance. Par exemple, apprendre une langue, monsieur. Pour avoir, désolé, monsieur, on peut trouver notre propre idée ou style pour avoir la vie tranquille. C'est tout, monsieur, c'est fini déjà. Parfait. Merci beaucoup, Vijayalakshmi. En fait, c'est super bien ce que vous dites parce qu'à la fin, vous dites qu'il faut préparer les citoyens du monde et pour avoir des citoyens du monde qui comprennent bien comment s'opère le monde, il faut avoir une bonne stabilité et avoir une bonne éducation, surtout faite par les parents, par notre entourage et par la société. Très bien, merci beaucoup. Je vais rapidement partager un document que je vous ai préparé. Comme d'habitude, on va survoler juste les termes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ici aujourd'hui. Alors, on est presque vers la fin. Donc, l'enfant intérieur, comment le reconnaître, l'écouter et le guérir? Alors, bien sûr, on parle de la résilience psychique, on parle de l'intériorité et il y a aussi la régression thérapeutique, autocompassion, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. On va aussi voir un schéma émotionnel, puis la vulnérabilité assumée, puis il y a aussi l'authenticité existentielle, guérison émotionnelle. Puis on va parler de ce que c'est le conditionnement socio-affectif, l'intelligence émotionnelle, dissonance intérieure, réappropriation de soi. Il y a aussi ce qu'on dit l'empreinte affective. Après, nous avons sublimation émotionnelle. Et tout à la fin, c'est l'éveil de conscience.
de rester vigilant de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà. Très bien. Voilà, on est vers la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je remercie profondément, chère Sylvie, d'être venue et d'être là pour animer et aussi pour agrémenter et vraiment embellir cette séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jay. Merci à vous tous. C'est chaque fois un réel plaisir de partager vos points de vue et pour moi de m'enrichir de tous ces points de vue. Je tenais aussi à vous féliciter pour votre français. Je suis admirative de la qualité de votre expression. Donc, vraiment, continuez dans ce magnifique parcours. Et merci beaucoup à vous pour votre accueil et pour toute votre générosité. Merci beaucoup, chers amis, d'être venus. Et il faut garder l'enfant actif et vraiment créatif chez nous qui va nous aider à vraiment naviguer ce monde à travers notre innocence. Merci, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Jay. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup.